Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Mon corps est trop grand. Je ne suis pas faite pour avoir des enfants, dit la femme. Mais il lui prouva le contraire. Avant de nous plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Été 1881, territoire du Dakota. Pine Creek était situé au milieu d'une vaste étendue de prairies plates, où le vent pouvait souffler sur des kilomètres sans rencontrer le moindre obstacle pour le ralentir. Cet après-midi-là, l'air était assez sec pour gercer les lèvres, la chaleur écrasante tombant d'un ciel blanc. La rue en terre battue qui traversait le centre de la ville était creusée d'ornières par les roues de chariots, ses bords parsemés d'empreintes de sabots durcis par le soleil. Clara Boone gardait la tête baissée en passant devant le saloon. Le bord de son chapeau ombrageait ses yeux, mais ne cachait pas sa taille. Avec ses 7 pieds 3 pouces, environ 2 m21, elle dépassait presque tous les hommes qu'elle avait jamais rencontrés. La robe bleu pâle qu'elle portait avait été rapiécée tant de fois qu'aucun morceau de tissu n'était exactement de la même teinte. L'encolure s'était détendue et déchirée au fil des ans, montrant plus de sa poitrine qu'elle ne l'aurait souhaité. Mais elle n'avait pas d'autre robe pour se changer. Ses bottes étaient une demi-pointure trop petite, le cuir raide et usé jusqu'à la corde aux orteils. Chaque pas était un rappel sourd du temps qu'elle avait passé à marcher d'un endroit à l'autre sans véritable foyer. Elle n'aimait pas être en ville, mais elle avait besoin de farine et d'un peu de café. Ses pièces, juste assez pour ces deux choses, étaient serrées dans sa paume. Elle sentait déjà le poids des regards des gens sans même lever les yeux. Ils l'avaient déjà vue, parfois en arrière-plan de leur course, parfois de passage vers une autre destination. Cette fois, cependant, elle restait assez près de la ville pour ne pas pouvoir les éviter. Sa famille l'avait renvoyée 2 mois plus tôt. Son père le lui avait dit droit dans les yeux, « Aucun homme ne voudra de toi. Tu manges trop. Tu prends trop de place. » Elle avait fait ses bagages sans un mot et était partie avant l'aube. Depuis, elle avait dormi dans des remises et des granges vides, travaillant où elle pouvait pour se nourrir. La vieille grange Miller, à la lisière de Pine Creek, lui avait servi d'abri la semaine précédente. Pas de mur d'un côté, juste des meules de foin pour la protéger du pire du vent. Elle atteignit le porche du magasin général et chercha ses pièces, ses doigts raides de les avoir serrés si longtemps. L'argent glissa de sa main avant même qu'elle ne s'en rende compte, frappant les planches et rebondissant dans la poussière. Elle s'accroupit rapidement, essayant de les ramasser avant qu'elles ne roulent plus loin, mais le vent de la prairie les emporta en tourbillonnant. Un rire bref et sec vint de l'autre côté de la rue. Elle savait qu'il ne valait mieux pas regarder. Daniel Reed venait de sortir du magasin d'aliments pour animaux, un sac d'avoine de 50 livres en équilibre sur une épaule. Il avait 33 ans, grand avec ses 6 pieds 4 pouces, environ 1 m 93, avec la carrure d'un homme qui passait ses journées à soulever, transporter et conduire des chariots sur de longues étendues de paysages ouverts. Ses cheveux étaient brun foncé, portés un peu longs, et sa mâchoire était ombrée d'une barbe naissante. Ses yeux gris bleus et constants balayaient la rue par habitude, né d'années à surveiller les ennuis sur la piste. Daniel travaillait dans le transport de marchandises, déplaçant des biens entre les villes et les gares. Ce n'était pas le genre de vie qui gardait un homme au même endroit longtemps. Mais dernièrement, ses déplacements avaient commencé à ressembler davantage à une fuite. Son frère aîné, l'homme qu'il avait élevé après la mort de leurs parents, avait été tué dans un vol de marchandises 2 ans auparavant. Depuis, Daniel cherchait quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Silencieusement, sans le dire à personne, il pensait à un foyer, une famille, une vie qui ne disparaissait pas à chaque fois que le chariot repartait. Il vit les pièces dévaler le sol et se dirigea vers elles sans se presser. Posant le sac d'avoine contre le mur du magasin, il s'accroupit et enfonça chaque pièce dans la poussière avec ses doigts avant que le vent ne puisse les emporter plus loin. Il se releva et les lui tendit. « Le vent n'aide pas à garder la monnaie en main, dit-il, sa voix basse et égale. » Clara le regarda alors. Elle s'attendait au même regard qu'elle avait vu dans les yeux de tant d'hommes. La curiosité mêlée de moquerie, ou pire. Mais son regard ne dépassa pas son visage. Il y resta, constant et sans hâte. « Je suppose que je ne faisais pas assez attention, » dit-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Daniel inclina son chapeau une fois, jeta un coup d'œil vers la rue, puis de nouveau vers elle. « Vous allez quelque part après ça ?» Elle aurait pu dire non. Elle aurait pu lui dire qu'elle allait bien, mais quelque chose dans son ton la poussa à répondre honnêtement. La grange Miller. Il ne tressaillit ni ne fronça les sourcils. Cet endroit ne vous protégera pas de la pluie. Il fit une pause, comme s'il pesait ses mots. J'ai une chambre,
Là-bas, après les peupliers. Un lit propre, un verrou à l'intérieur, le souper la plupart des soirs. La première pensée de Clara fut qu'il plaisantait. Les hommes n'offraient pas de choses sans vouloir quelque chose en retour. Mais il n'y avait pas de sourire en coin, pas de regard descendant le long de son corps, pas de rapprochement, juste l'offre, simple et directe. Elle pensa à une autre nuit sur les planches dures de la grange, au vent s'infiltrant par le mur ouvert, à la douleur dans ses pieds et au nœud dans son estomac. Elle pensa à toutes les fois où on lui avait dit qu'elle n'avait sa place nulle part. D'accord, dit-elle finalement. Daniel ramassa le sac d'avoine et se décala, la laissant marcher à ses côtés. Ils commencèrent à descendre la rue vers la route qui sortait de la ville. Les regards des gens les suivaient, mais aucun d'eux ne se retourna. Ils laissèrent la lisière de la ville derrière eux, les ornières de la rue principale cédant la place à une étroite piste de charrettes bordée d'herbes sèches et de peupliers épars. Le soleil était tombé assez bas pour projeter de longues ombres, mais l'air portait encore la chaleur de l'après-midi. La foulée de Daniel était régulière, le sac d'avoine se déplaçant légèrement sur son épaule pendant qu'il marchait. Clara maintenait le rythme à ses côtés, bien que ses jambes brûlassent des kilomètres qu'elle parcourait chaque jour. Il ne parla pas pendant la première partie du chemin, et elle non plus. Elle entendait le léger craquement du cuir de ses bretelles et le crissement de ses bottes sur la terre battue. Ce n'était pas un silence inconfortable, mais elle se demandait pourquoi il avait fait cette offre. Un homme avec sa propre maison aurait pu l'ignorer et continuer sa journée. La maison de Daniel apparut après un virage, une petite maison carrée avec un porche bas. Les planches étaient grisées par des années de vent de la prairie. Une pile de bois de chauffage fendu était soigneusement empilée contre le côté, et à côté se trouvait une plus petite remise avec un toit en pente. Aucun autre bâtiment en vue, aucun voisin assez proche pour entendre une voix s'élever. Clara le remarqua. « Vous êtes ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle, sa voix prudente. « Bientôt 4 ans, dit-il en montant sur le porche. Ce n'était pas grand-chose quand je l'ai acheté. Je l'ai retapé entre 2 transports. » Il ouvrit la porte et la lui tint. Un homme a besoin d'un endroit où revenir. À l'intérieur, l'air était plus frais. Une odeur de savon de pain et de café fort flottait dans la pièce. Une simple table en bois se trouvait près de la fenêtre, un poêle dans le coin avec une bouilloire dessus. Le sol était balayé et il n'y avait pas de désordre, juste le genre d'ordre qui vient d'une personne vivant seule. Daniel posa l'avoine et désigna un petit couloir. « La chambre est par ici. » Elle le suivit jusqu'à un espace étroit à l'arrière de la maison. Un petit lit se trouvait sous l'unique fenêtre. Une courte pointe pliée au pied. Une table de toilette avec une cuvette et un pichet se tenait contre le mur. Un verrou était fixé à l'intérieur de la porte, propre, huilé, facile à faire coulisser. « Vous pouvez la fermer de l'intérieur, » dit-il en tapotant le verrou une fois. « Personne ne vient par ici. Le voisin le plus proche est à 1 mile. » Clara entra complètement, sa main effleurant le bois lisse du cadre de la porte. Elle n'avait pas eu de porte qu'elle pouvait verrouiller depuis qu'elle avait quitté la maison. Pendant un instant, elle ne fit pas confiance à sa voix, alors elle hocha simplement la tête. Daniel se tenait dans le couloir, sans le presser. « Je pars la plupart des matins avec les équipes de transport, je suis de retour avant le coucher du soleil, sauf imprévu. Il y a des haricots, de la farine et du café dans le garde-manger. Les barils d'eau sont derrière. Vous verrez la pompe. » Elle le regarda alors, essayant de le déchiffrer. « Vous êtes sûr de ça ? Vous ne me connaissez pas, j'en sais assez, dit-il simplement. Vous aviez besoin d'un endroit. J'en avais un. » Sa poitrine se serra. Elle n'avait pas l'habitude que quelqu'un l'énonce si simplement, sans peser ce qu'il pourrait obtenir en retour. Elle pensa aux derniers mots de son père. La grange, les nuits froides et les pièces tourbillonnant dans la poussière. Le temps qu'elle trouve les mots, il était retourné vers la cuisine. « Vous avez déjà mangé ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Il y a du ragoût sur le poêle, » dit-il. « Il y en a assez pour 2. » Ce soir-là, ils mangèrent à table, la lampe projetant un cercle de lumière douce entre eux. Daniel ne la poussa pas à parler. Quand elle parla, elle lui raconta son histoire familiale. Pas tous les détails, juste assez pour qu'il comprenne pourquoi elle était là. Il écouta sans l'interrompre, son regard constant la mettant d'abord mal à l'aise, puis la calmant. Une fois la vaisselle lavée et mise à sécher, il lui montra à nouveau comment fonctionnait le verrou. Elle le fit coulisser une fois pour sentir son poids, puis l'ouvrit de nouveau. Il fit un bref signe de tête et s'éloigna, la laissant fermer la porte. Seule dans la petite chambre,
elle s'assit sur le lit. Ses mains reposaient sur ses genoux, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit la tension dans son dos commencer à se relâcher. Elle ne savait pas combien de temps elle resterait, ni si l'offre était vraiment sans condition, mais pour cette nuit, elle avait des murs, une porte et un verrou. C'était suffisant. Le lendemain matin, Clara se réveilla au son de bottes traversant le porche et au grincement de la porte d'entrée qui se fermait. Elle resta immobile, écoutant le léger bruit de métal alors que Daniel s'occupait du poêle. L'odeur de café parvint jusqu'à elle par la porte ouverte de sa chambre. Elle n'avait pas l'habitude de se réveiller quelque part d'où elle n'avait pas à partir immédiatement. Pendant des semaines, chaque matin avait signifié décider dans quelle direction marcher avant que quelqu'un ne lui dise de circuler. Quand elle entra dans la cuisine, Daniel versait du café dans 2 tasses en fer-blanc. Il lui jeta un regard, non pas surpris de la voir, mais simplement pour accuser réception. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit-elle, sa voix basse de sommeil. Il désigna la table. « Asseyez-vous. Le pain est frais. » Ils mangèrent en silence, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. Elle l'observa entre 2 gorgées de café, remarquant à quel point ses mouvements étaient délibérés pas lents, mais mesurés. Il lui dit qu'il allait transporter du fourrage et des poteaux de clôture jusqu'à un ranch au sud de la ville et qu'il ne serait pas de retour avant le coucher du soleil. « Si vous avez besoin de quelque chose, le magasin général m'a ouvert une ligne de crédit. Dites-lui simplement que vous logez ici. » Clara hésita. « Vous me faites confiance pour ça ?» Il croisa son regard. « Si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas ici. » Quand il partit, la maison sembla trop calme. Elle passa la matinée à essuyer la table, balayer les sols et inspecter le garde-manger. Les haricots, la farine et le jerky suffisaient à la nourrir, mais elle décida de préparer quelque chose de décent pour le souper. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas cuisiné dans une vraie cuisine. Plus tard, elle parcourut le court chemin jusqu'à la ville. Les têtes se tournèrent dès qu'elle mit le pied sur la rue principale. 2 femmes devant la boutique de la couturière s'interrompirent au milieu d'une phrase pour la regarder passer. 2 garçons près de l'abreuvoir la fixèrent ouvertement, l'un chuchotant à l'autre avant qu'ils n'éclatent de rire tous les 2. Elle garda le menton haut et entra dans le magasin général. Le propriétaire, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné, la salua poliment, mais jeta un coup d'œil à sa taille avant de baisser les yeux pour peser le sucre qu'elle demandait. Quand elle mentionna le nom de Daniel pour le crédit, il hocha simplement la tête et l'inscrivit dans le registre. « Reed est un homme bon, dit-il en lui tendant le paquet. Il est discret. » De retour à la maison, Clara posa le sucre sur l'étagère et mit les haricots à tremper pour le soir. Elle trouva une petite marmite en fonte et la posa sur le poêle, laissant l'eau chauffer pendant qu'elle coupait le peu de viande qui restait dans le lard. C'était étrange de préparer un repas pour quelqu'un qui ne l'avait pas exigé, qui avait juste offert un toit en retour. Au moment où le soleil commençait à tomber derrière les peupliers, elle entendit le grincement des roues de chariot et le bruit des sabots sur la route. Daniel entra, de la poussière dans les cheveux et de la sueur assombrissant sa chemise. Il posa un sac de pommes de terre et lui tendit un petit paquet enveloppé dans du papier. À l'intérieur se trouvait un morceau de porc salé. « Je me suis dit que ça pourrait vous servir, » dit-il. Elle l'ajouta à la marmite sans un mot. Quand ils s'assirent pour manger, il prit la première cuillerée, puis leva les yeux. « C'est bon. » Le coin de sa bouche se souleva légèrement. « Ça faisait un moment que je n'avais pas eu de cuisine pour travailler. » Ils finirent le repas dans un silence constant. Elle remarqua qu'il ne se pressait pas, qu'il attendait qu'elle ait fini avant de reculer sa chaise. Une fois la vaisselle lavée, il lui demanda si elle était allée en ville. Quand elle hocha la tête, il étudia son visage un instant. « Quelqu'un vous a posé des problèmes ? » « Rien que je ne puisse ignorer en passant, » dit-elle. Il se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux se plissant légèrement. « Si quelqu'un le fait, vous me le dites. » Quelque chose dans son ton la fit croire qu'il était sérieux. Cette nuit-là, dans sa chambre, elle fit coulisser le verrou et s'assit sur le lit. Le bruit de ses bottes traversant le sol dans l'autre pièce était régulier et sans hâte. Pour la première fois depuis des mois, elle ne sentit pas le besoin d'être prête à partir avant le lever du soleil. Elle ne savait pas combien de temps cela durerait, mais pour l'instant, elle décida de rester. Le samedi suivant, Daniel attela le chariot de bonne heure et dit à Clara qu'il se rendait en ville pour des provisions. Elle hésita avant de lui demander s'il voulait de la compagnie. Sa réponse fut brève, « Si vous voulez venir », mais il n'y avait aucune trace de réticence.
Elle était restée à la maison et sur le chemin de la pompe toute la semaine, et une partie d'elle voulait voir si marcher à ses côtés ferait une différence dans la façon dont les gens la regardaient. La matinée était assez fraîche pour qu'elle porte son châle, la robe bleu pâle en dessous tirant encore légèrement aux épaules et à la poitrine, malgré ses récentes réparations. Elle savait que l'encolure tombait plus bas que ce que la plupart des femmes de Pink Creek préféraient, mais le tissu était rare, et elle n'allait pas lui demander de lui acheter une autre robe avant d'avoir gagné sa place. Elle monta dans le chariot et s'installa sur le banc à côté de lui, gardant ses mains jointes sur ses genoux. Ils arrivèrent sur la rue principale en milieu de matinée. Les portes battantes du saloon s'ouvrirent à leur passage, libérant une vague de bruit et l'odeur âcre du whisky. Deux hommes sur le porche se penchèrent en arrière sur leurs chaises, la suivant ouvertement du regard. L'un d'eux marmonna quelque chose à voix basse et l'autre gloussa. La mâchoire de Daniel se crispa, mais il ne tourna pas la tête. Au lieu de cela, il guida le chariot vers le magasin général et serra le frein. À l'intérieur, le propriétaire les salua tous les deux et s'enquit du travail de transport de Daniel. Clara remarqua que son ton changeait légèrement respectueux mais curieux quand il la regardait. Daniel demanda de la farine, du café et des clous, puis se décala pour la laisser choisir un morceau de tissu sur l'étagère. Elle choisit une toile plus solide, assez pour renforcer le corsage et l'empêcher de glisser aux épaules. Quand ils ressortirent dans la rue, Daniel portait les paquets les plus lourds. Ils se dirigèrent ensuite vers le cordonnier. Les bottes de Clara lui écorchaient les talons. Et Daniel dit, tout simplement, on va régler ça aujourd'hui. Le cordonnier, un homme nerveux aux yeux vifs, lui mesura les pieds sans un mot, disparut à l'arrière et revint avec une paire de bottes d'homme robuste. La seule chose qui se rapproche de votre taille, dit-il. Elle les essaya et sentit l'espace au bout des orteils inhabituels mais bienvenus. Daniel paya sans hésiter. Au moment où ils repassèrent devant le saloon, les deux hommes de tout à l'heure étaient toujours là. L'un d'eux lança, une femme aussi grande, il va falloir que tu construises une plus grande maison. Son ton portait le même humour méchant qu'elle avait entendu toute sa vie. Daniel arrêta le chariot juste assez longtemps pour les regarder droit dans les yeux. Vous allez la fermer quand elle est là, dit-il d'un ton égal. Il n'y eut ni cri, ni menace, juste assez de poids dans sa voix pour y mettre fin. Le sourire narquois de l'homme vacilla, et aucun des deux ne parla plus. De retour à la maison, Clara aida à décharger les provisions. Elle posa les nouvelles bottes près de la porte et passa la main sur le cuir. Vous n'étiez pas obligé, dit-elle. Si, j'étais obligé, répondit Daniel. Les ampoules ralentissent une personne. Ils passèrent le reste de l'après-midi à des tâches séparées, Daniel réparant une planche lâche sur le porche, Clara renforçant le corsage de sa robe avec le nouveau tissu. Quand elle l'essaya plus tard, l'encolure était un peu plus haute, la coupe plus sûre. Elle le surprit à la regarder une fois, non pas avec surprise, mais avec une approbation silencieuse. Ce soir-là, ils partagèrent le souper sans beaucoup parler. Pourtant, il y avait un changement palpable, l'espace entre eux était devenu plus stable, plus établi. Clara réalisa qu'elle n'avait pas ressenti le vieil instinct de compter les kilomètres qu'elle devrait marcher si elle partait. Pour la première fois depuis son arrivée à Pink Creek, elle envisagea de rester plus longtemps que jusqu'à ce que le temps change. 2 jours après leur voyage en ville, le temps changea. Une pluie battante arriva de l'ouest, le genre qui ne vient pas par averse, mais qui s'installe sur la terre comme si elle avait l'intention de rester. En milieu de matinée, la cour était devenue molle sous les pieds, et la route menant à la piste principale n'était plus qu'une boue épaisse. Daniel était allé vérifier le toit pour les fuites avant l'arrivée de la tempête, mais maintenant il restait à l'intérieur, ses bottes près de la porte, les cheveux humides de son aller-retour au tas de bois. Clara avait passé la majeure partie de la matinée à écosser des haricots et à entretenir le feu. Le bruit de la pluie sur le toit était constant, un tambourinement sourd qui rendait le reste de la maison plus silencieux que d'habitude. Elle se surprenait à regarder Daniel plus souvent, remarquant comment il se déplaçait délibéré, sans hâte, le genre d'homme qui ne gaspillait pas ses mouvements. Il était assis à table, taillant un morceau de pain pour en faire une cuillère. Ses mains étaient grandes mais précises, chaque coupe lisse. Elle réalisa alors qu'elle ne savait encore que peu de choses sur lui, au-delà des quelques informations qu'il avait données. 4 ans dans la maison, travaillant pour les équipes de transport. Un frère aîné décédé. La plupart des hommes qu'elle avait rencontrés lui avaient raconté toute leur histoire en 1 heure, généralement assez fort pour que tout le monde dans la pièce l'entende. Daniel semblait penser que moins on en disait, mieux c'était. « Qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter ici ?» demanda-t-elle soudainement, gardant les yeux sur les haricots. Il ne leva pas les yeux de sa cuillère. «
Le travail était stable. La maison était à vendre. Je me suis dit que je pouvais la retaper entre deux transports. Pas de famille restante, il posa le couteau et se pencha légèrement en arrière. Pas à proximité. Mon frère m'a élevé après le décès de nos parents. Il n'est plus là maintenant. Il n'y avait aucun changement dans son ton, mais elle remarqua la façon dont sa mâchoire se contracta avant qu'il ne reprenne le couteau. Elle songea à lui en dire plus sur sa propre histoire, mais les mots étaient plus difficiles à trouver qu'elle ne l'avait prévu. Elle lui avait dit une fois que sa famille l'avait mise à la porte, mais pas à quel point cela avait été soudain. Comment son père l'avait obligé à partir avant le lever du soleil. Comment sa mère était restée près de la porte mais n'avait jamais parlé. Le souvenir était encore une blessure à vif. Le silence s'étira, mais il n'était pas pesant. Elle pouvait entendre la pluie contre la fenêtre, le doux raclement de son couteau sur le bois. Après un moment, Daniel parla de nouveau. Vous vous comportez comme si vous attendiez que quelqu'un frappe à la porte pour vous dire de partir. Elle sia, surprise de voir à quel point il avait deviné la pensée qu'elle essayait d'ignorer. C'est parce que c'est déjà arrivé, dit-elle doucement. Pas ici, répondit-il, croisant maintenant son regard. Vous avez une chambre, de la nourriture, et du travail si vous en voulez. Ça ne changera pas demain. Ni le jour d'après. Sa poitrine se serra d'une manière qui n'était pas de la peur. Elle garda son regard fixé sur la table, ne sachant comment répondre sans trop en montrer. Ce soir-là, la pluie ralentit mais ne cessa pas. Ils mangèrent les haricots avec du pain de maïs et un peu de porc salé. Elle remarqua qu'il attendait qu'elle prenne la première bouchée avant de commencer. Après la vaisselle, elle posa une lampe sur la table pendant qu'il donnait les derniers coups de couteau à la cuillère. Quand il la lui tendit, elle la tourna dans ses mains. Elle était lisse, équilibrée. Pour la cuisine, dit-il simplement. C'était une petite chose, mais elle comprit que c'était aussi une déclaration, un signe qu'il la voyait rester ici assez longtemps pour l'utiliser. Elle la plaça dans le pot avec les autres ustensiles et le regarda. Son expression n'avait pas changé, mais ses yeux restèrent sur elle une seconde de plus avant qu'il ne recule sa chaise. Quand elle alla dans sa chambre cette nuit-là, elle fit coulisser le verrou par habitude, mais le besoin de le faire ne semblait pas aussi urgent. Le bruit de ses bottes traversant le sol dans la pièce voisine était régulier et familier, et pour la première fois, elle pensa qu'elle n'était peut-être pas seulement de passage. La pluie cessa finalement 2 jours plus tard, laissant la cour molle sous les pieds et l'air lourd de l'odeur de la terre humide. Daniel passa la matinée à réparer une section de la clôture qui s'était desserrée pendant la tempête. Clara travaillait à l'intérieur, frottant les planchers et rangeant la cuisine. Elle remarqua que dernièrement, elle n'avait plus l'impression de faire des corvées pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Elle entretenait un lieu qui ressemblait de plus en plus au sien. Au moment où le soleil déclina, la lumière à l'intérieur de la maison était chaude et constante grâce aux lampes. Daniel rentra, sa chemise humide au col de sueur et ses mains sentant légèrement le cèdre des poteaux de clôture. Il se lava à la bassine pendant qu'elle servait du ragoût dans 2 bols. Ils mangèrent à table comme d'habitude, mais elle pouvait sentir quelque chose dans l'air qui n'était pas là avant. Une pause plus longue entre ces mots. La façon dont son regard restait sur elle une fraction de seconde de plus quand elle levait les yeux. Elle se souvint comment il lui avait dit qu'elle ne serait pas chassée de cet endroit. Et la pensée persistait, silencieuse mais pesante. Une fois la vaisselle mise à sécher, elle le remarqua faire une pause près de la table, comme s'il décidait de se retirer dans sa chambre ou de rester. Il choisit de rester. Ça fait presque 2 semaines que tu es ici, dit-il. Elle hocha la tête. Ça semble plus long. Pas dans le mauvais sens du terme. Non, répondit-elle, sa voix stable. Pas dans le mauvais sens du terme. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il fit un pas de plus. Assez près pour qu'elle puisse voir les fines rides au coin de ses yeux. Tu as gardé ta garde haute, dit-il. Je comprends pourquoi, mais je veux que tu saches que je n'attends pas que tu partes. Son pouce accéléra. Des hommes lui avaient dit beaucoup de choses au fil des ans, généralement des promesses qui s'effondraient sous le poids de ce qu'il voulait vraiment. Mais il n'y avait rien dans sa voix qui semblait répéter. Pourquoi, demanda-t-elle, le mot sortant avant qu'elle ne puisse le retenir. Parce que j'aime t'avoir ici. Parce que tu rends cet endroit meilleur. Son souffle se coupa. Elle resta immobile quand il leva la main, lentement et sans pression, pour toucher son visage. Sa paume calleuse était chaude contre sa joue. Elle ne recula pas. Ils restèrent ainsi un long moment avant qu'il ne baisse légèrement la tête. Elle le rejoignit à mi-chemin,
leurs lèvres s'effleurant dans un baiser lent et constant qui ressemblait plus à un accord qu'à une question. Son autre main se posa sur sa taille, la stabilisant, et elle se surprit à se pencher plus près, sentant le poids de sa présence plus que toute autre chose. Quand ils se reculèrent enfin, aucun d'eux ne parla. Il ne chercha pas à en obtenir plus, se contentant de soutenir son regard un instant de plus avant de se diriger vers le poêle pour couvrir le feu pour la nuit. Elle resta debout à la table, ses mains posées sur le bord, sentant encore la chaleur de son contact sur sa joue. Dans sa chambre, elle fit coulisser le verrou comme elle le faisait toujours, mais elle savait qu'elle aurait pu le laisser ouvert sans inquiétude. Pour la première fois depuis des années, elle se coucha sans avoir l'impression de devoir garder ses bottes à portée de main. Les jours qui suivirent ce premier baiser s'écoulèrent à un rythme plus calme, mais ce n'était pas le même genre de calme qu'ils avaient partagé auparavant. Il y avait maintenant un poids, une conscience constante qui flottait entre eux dans la façon dont ils s'attardaient un peu plus longtemps à table après le souper, ou comment elle se retrouvait parfois plus près de lui quand ils travaillaient côte à côte. Aucun d'eux n'en parla, mais le changement était tout de même ressenti. 3 semaines plus tard, un matin, Clara s'assit sur le bord de son lit, fixant le petit calendrier qu'elle avait marqué de faibles traits de crayon. Elle suivait son cycle depuis qu'elle était assez âgée pour comprendre ce qu'il signifiait. Elle compta 2 fois, puis une 3e fois, son estomac se nouant quand la même réponse apparut. Elle était en retard. Sa première pensée fut l'incrédulité. Toute sa vie, on lui avait dit que sa taille faisait d'elle une femme inférieure, qu'aucun homme ne voudrait d'elle. Et si l'un d'eux le voulait, son corps ne lui donnerait jamais d'enfant. On lui avait jeté cela si souvent à la figure qu'elle avait commencé à y croire. Et pourtant, la voilà, fixant les chiffres, sentant une chaleur nerveuse monter dans sa poitrine. Elle passa la majeure partie de la journée à porter cette connaissance seule, ne sachant si elle devait le dire à Daniel avant d'être certaine. La peur n'était pas qu'il soit en colère, elle ne l'avait jamais vu perdre son sang-froid avec elle, mais de ce que cela signifierait si elle se trompait. Ce soir-là, Daniel rentra du transport de marchandises, de la poussière sur ses manches et une légère odeur de sueur et de cheval s'accrochant à lui. Il remarqua son silence avant même qu'il ne s'assoie pour manger. « Quelque chose te préoccupe » demanda-t-il. Elle hésita, sa cuillère planant au-dessus du ragoût. « Je suis peut-être enceinte. » Sa main s'immobilisa sur la table. Pendant une seconde, elle ne put lire son expression. Puis ses épaules se détendirent, et il se pencha légèrement en avant. « Tu le penses ? » ? « Je suis en retard, » dit-elle simplement. « Plus qu'un peu. » Il hocha la tête une fois, ses yeux fixés sur les siens. « Si tu le hais, nous serons prêts. Si tu ne le hais pas, nous restons ce que nous sommes maintenant. » Le calme dans sa voix la surprit. Elle s'était préparée à des questions, à des doutes, mais au lieu de cela, il parla comme si c'était la vérité la plus simple du monde. « Ça ne te dérange pas ? » demanda-t-elle prudemment. « Je t'ai dit que je te voulais ici, » dit-il. « Ça ne change pas parce que nous pourrions avoir un enfant. » Le soulagement la submergea en une lente vague. Elle n'avait pas réalisé à quel point une partie d'elle avait attendu une réponse différente. Le lendemain matin, elle se rendit à la petite maison de la sage-femme à la lisière de la ville. La femme, aux cheveux gris et au regard perçant, l'accueillit et lui posa quelques questions discrètes avant de hocher la tête. « D'après ce que vous m'avez dit, je dirais que c'est probable, » dit-elle. « Votre corps fait exactement ce qu'il doit faire. » Quand Clara rentra à la maison, Daniel réparait une courroie de harnais sur le porche. Elle lui raconta ce que la sage-femme avait dit, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il sourit d'une manière qui illumina ses yeux. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis à table avec la lampe entre eux, Clara se surprit à regarder autour de la maison, les murs solides, les étagères bien rangées, les nouvelles bottes près de la porte, et réalisa que cela ne ressemblait plus à un endroit qu'elle empruntait. Cela ressemblait au début d'une vie qui lui appartenait, à eux deux. La semaine suivante, Daniel dit à Clara qu'il devait transporter une petite cargaison de marchandises en ville et lui demanda si elle voulait l'accompagner. Elle accepta, sachant que le voyage signifierait affronter les regards et les chuchotements qu'elle avait réussi à éviter dernièrement. La matinée était fraîche, les roues du chariot crissant sur la route de terre battue, et Clara était assise à côté de lui, son châle enroulé autour de ses épaules. Quand ils arrivèrent sur la rue principale, les regards habituels les suivirent. Quelques personnes saluèrent Daniel de la tête, assez poliment, mais leurs regards glissèrent vers elle avec le même mélange de curiosité et de jugement qu'elle avait connu toute sa vie. Elle garda le menton haut, déterminée à ne pas se dérober. Daniel s'arrêta d'abord au magasin général. Ils entrèrent, et le commerçant les accueillit chaleureusement, s'enquérant du travail de Daniel.
Clara choisit quelques articles dont ils avaient besoin, de la farine, du café et une bobine de fil, pendant que Daniel réglait le compte. En sortant, deux hommes qui traînaient près du porche du saloon les aperçurent. « C'est la grande que tu gardes là-bas » lança l'un d'eux, son ton dégoulinant d'un humour faussement enjoué. « J'ai entendu dire que tu l'as fait travailler pour payer sa place. » Clara se figea une demi-seconde, les mots la blessant plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait entendu pire, mais l'entendre en présence de Daniel lui donnait une résonance différente. Elle commença à continuer son chemin, mais Daniel s'arrêta net, se tournant pour leur faire face. « Elle ne travaille pas pour payer sa place, » dit-il, sa voix basse mais audible. « C'est ma femme. » Les mots frappèrent l'air assez fort pour faire taire la conversation sur le porche. Clara sentit son souffle se couper. Il ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant, même en privé. Les deux hommes clignèrent des yeux, leur sourire narquois s'effaçant, et l'un marmonna quelque chose dans sa barbe avant de détourner le regard. Daniel n'attendit pas de réponse. Il lui prit la main et se mit à marcher vers l'église à l'autre bout de la rue. « On va rendre ça officiel, » dit-il doucement. À l'intérieur, le prédicateur parut surpris de les voir, mais ne posa pas de questions. Daniel expliqua qu'il voulait se marier ce jour-là. Avec seulement la femme du prédicateur comme témoin, ils prononcèrent les vœux simples, signèrent le papier, et Clara sentit le poids inhabituel d'un anneau d'or glisser à son doigt. Il n'était pas sophistiqué, mais il était réel, et il était à elle. Quand ils ressortirent, le soleil de l'après-midi était éclatant, et Daniel l'embrassa sur les marches de l'église, à la vue de tous. Ce n'était ni pressé ni timide. Sa main reposait fermement sur sa taille, la rapprochant d'une manière qui disait à toute la rue, et à quiconque regardait encore, qu'il n'y avait aucune honte à cela. De retour à la maison ce soir-là, elle se tenait devant la table de toilette et s'aperçut dans le petit miroir. L'anneau scintillait à la lumière de la lampe. Pendant des années, on lui avait dit qu'aucun homme ne voudrait d'elle, qu'elle n'aurait jamais son propre foyer. Maintenant, elle avait les deux. Daniel s'approcha derrière elle, posant ses mains sur ses épaules. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. « Plus que ça va. » Il lui embrassa le sommet de la tête et laissa ses mains s'attarder, leur chaleur la rassurant. Elle savait qu'il y aurait encore des commérages à Pink Creek, mais cela n'avait plus d'importance. Le papier était signé, les vœux prononcés, et l'homme se tenait derrière elle, à la vue de tous. L'hiver arriva tôt cette année-là, déposant du givre sur la cour avant que les dernières feuilles ne soient tombées. La grossesse de Clara avait dépassé le stade silencieux pour entrer dans le travail lent et constant de porter une nouvelle vie. Daniel avait construit un berceau en pin, lissant chaque bord à la main, et l'avait placé dans le coin de leur chambre. Elle avait cousu de petits vêtements avec des chutes de flanelle et de coton, ses points de couture soignés et réguliers. Quand le travail commença, il était un peu plus de minuit. Le feu dans le poêle avait baissé, et le froid dans l'air était assez vif pour piquer. Elle se réveilla avec une contraction dans le ventre, plus forte que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Daniel fut debout instantanément, enfilant sa chemise et ses bottes, attisant le feu et envoyant chercher la sage-femme. Le temps que la vieille femme arrive, les contractions étaient devenues régulières et profondes. Les heures qui suivirent se fondirent en un rythme de douleur et de respiration, Clara s'agrippant au bord du lit, ses cheveux humides contre son visage. Daniel resta à ses côtés tout le temps, ses mains fermes sur son épaule, sa voix basse et constante. Il n'essaya pas de combler l'air de mots dont elle n'avait pas besoin. Il resta simplement là où elle pouvait le voir, où elle pouvait sentir sa présence. La sage-femme travailla avec une précision calme, guidant Clara à travers chaque poussée jusqu'à ce qu'enfin, un cri perçant remplisse la pièce. Le son brisa la tension comme un rayon de soleil perçant des nuages épais. La sage-femme déposa un petit bébé chaud et gigotant sur la poitrine de Clara. Clara laissa échapper un long soupir tremblant, des larmes glissant dans ses cheveux alors qu'elle regardait le minuscule visage. Daniel se tenait au-dessus d'eux, les yeux fixés sur l'enfant. Quand le poing du bébé se referma sur son doigt, sa mâchoire se crispa, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Clara vit ses yeux briller. « Elle est parfaite » dit-il doucement. Ils l'appelèrent Ruth, en l'honneur de la mère de Daniel. La sage-femme resta assez longtemps pour s'assurer que la mère et l'enfant se reposaient en toute sécurité, puis les laissa dans la lueur tranquille de la lampe. Daniel s'assit sur le bord du lit, une main sur le genou de Clara, l'autre caressant doucement le dos du bébé. « Tu l'as fait » murmura-t-il, la fierté et le soulagement mêlés dans sa voix. « Je ne pensais pas en être capable » admit Clara. « Tu peux faire plus que tu ne le penses » répondit-il. « Tu l'as toujours pu. »
Les jours qui suivirent la naissance de Ruth s'installèrent dans une routine différente. Daniel prit en charge les lourdes corvées, transportant le bois et l'eau pour que Clara puisse se reposer. Clara gardait le bébé près d'elle, apprenant ses petits bruits, la façon dont ses doigts minuscules s'accrochaient au tissu de sa robe. Les voisins qui l'avaient autrefois dévisagé avec jugement venaient maintenant avec des pains ou une marmite de ragoût, la curiosité s'adoucissant en acceptation quand ils voyaient le bébé. Au début du printemps, la cour était de nouveau verte. Daniel avait planté une rangée de haricots et réparait la clôture près du pâturage. Clara se tenait sur le porche avec Ruth dans les bras, le regardant travailler. Cette vue la remplissait d'une chaleur constante qu'elle n'avait jamais connue, un foyer, un mari qu'il avait choisi sans hésitation, et une fille qui avait prouvé que chaque mot cruel qu'on lui avait dit était faux. Ce soir-là, après que Ruth fut installée dans le berceau, Daniel attira Clara dans ses bras près du feu. Il l'embrassa, lentement et sûrement, de la même manière que la première fois, et quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin, juste ici, » dit-il. Clara sourit, sa main sur sa joue. « Et nous allons le garder. » Dehors, le vent soufflait à travers les peupliers, mais à l'intérieur de la maison, l'air était chaud et calme. Leur petite famille était complète. Aucune question ne subsistait. Pink Creek pouvait parler autant qu'il le voulait. C'était leur foyer, et ils l'avaient bâti pour durer.